Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les espaces vectoriels. Lors de la dernière, si vous ne l'avez pas regardé, il serait temps d'y aller. Nous avons vu plein d'exemples d'espaces vectoriels et voilà, et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment montrer que quelque chose est un espace vectoriel. C'est bizarre, puisque la dernière fois nous avons vu la technique, enfin nous avons vu la définition, donc regardons-la à nouveau. La voici. Oui, je comprends votre tête, effectivement, ça fait peur. Certains de mes élèves, je leur donne un petit exercice, montrer que tel ensemble de matrices est un espace vectoriel, par exemple. Ils disent « Oh là là, j'ai pas réussi, j'ai passé 1 heure. » Ben oui, ils essayent de démontrer tout ça. Oh, jamais on fait ça. Jamais, jamais, jamais. Enfin, si vraiment vous trouvez un truc de fou que personne n'a étudié avant vous, machin qui sort de je ne sais pas où, peut-être vous aurez besoin une fois dans votre vie de vérifier tous les axiomes. Mais je vais être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo, j'ai dû regarder pour être sûr de ne pas oublier un des axiomes, tellement je ne les connais pas, tellement ça ne sert pas, tellement on ne fait pas comme ça. D'accord? Pour démontrer que quelque chose est un espace vectoriel, on montre toujours que c'est un sous-espace vectoriel de quelque chose qu'on connaît. Et donc l'intérêt de la première vidéo intitulée espace vectoriel, c'était de vous donner plein d'espaces vectoriels de référence, et là on va en voir plein d'autres dans cette vidéo-là, pour que vous sachiez, ça je sais que c'est un espace vectoriel, ou ça, bon je sais pas trop, bah, je vais regarder si c'en est un, parce que c'est inclus dans autre chose que ça je sais que c'est un espace vectoriel. Ok? Donc voilà, je vous rappelle, voilà, il y avait plein de sortes d'espaces vectoriels, R puissance n, les suites, les polynômes, etc. etc. Bon. Donc on part d'un espace vectoriel E, notation que je vais utiliser dans toute la vidéo, et K, je vous rappelle, c'est l'ensemble des scalaires, c'est un ensemble de nombres qui peut être, c'est un corps commutatif, mais si vous pensez que c'est R et C, ça fera la plupart des cas. Mais en tout cas, c'est, voilà, par définition, c'est un corps commutatif, et E, c'est donc un espace vectoriel, dont on sait que c'est un espace vectoriel, et on prend une partie de E. Okay, donc on prend un sous-ensemble de E. Et on veut essayer de voir qu'est-ce qu'il suffit de vérifier parmi tout ça pour être sûr que F est lui-même un espace vectoriel. Alors, donc il faut que F vérifie tout ça. Ok, donc il faut qu'il y ait une addition sur F. Ok, donc il y a une addition sur E, donc les éléments de F, je peux les ajouter. Mais a priori, le résultat est dans E et pas forcément dans F. Donc là, pour que F soit un espace vectoriel, il faut que je demande que pour tout couple d'éléments x, y de F, la somme de ces deux éléments soit dans F. C'est la base, ça doit être stable par l'addition. Ok, donc ensuite, vous savez qu'il y a une loi de multiplication par un scalaire ou par un nombre, comme ça, et bien donc il faut que quand je multiplie un vecteur de f par un nombre, ça existe, un vecteur de e, il faut que ce soit un vecteur de f. D'accord? Il faut bien évidemment que, voilà, pour que ce soit un espace vectoriel, il faut bien que cette multiplication-là, l'ensemble f soit stable par cette opération-là. Ok, bon, tout ça, dire, bah pour le moment, il y a beaucoup de choses à faire, certes. Par contre, alors l'associativité de la loi plus, eh bien, donc la loi plus, c'est la loi d'addition à des vecteurs. Eh bien, si elle est associative dans tout E, en la restreignant à juste au vecteur de f, elle est évidemment aussi associative, donc c'est encore vrai. De même, pour la commutativité, ces deux lois-là sont automatiquement vérifiées. Si A plus B, c'est B plus A dans E, bah, A plus B, c'est B plus A dans F. Les éléments de F sont quand même des éléments de E, donc ces deux choses-là, ok, c'est bon. Alors ensuite, il fallait qu'il y ait un vecteur nul, un élément neutre pour l'addition des vecteurs de E. Donc il faut qu'il y ait un élément neutre pour l'addition des vecteurs de F. Mais c'est forcément le même. Vous voyez, parce que voilà, je sais déjà que n'importe quel élément de F, X, auquel j'ajoute le vecteur nul de E, ça reste X. Donc il faut que le vecteur nul de E soit dans F. Ok? Alors, cette condition, en fait, si on réfléchit bien, on se dit, est-ce que c'était vraiment obligé? Pourquoi? L'axiome qui est ici nous dit que dans E, vous voyez, on a cette relation-là, qui est toujours vraie. Donc si je l'applique à alpha égale bêta égale 0, j'obtiens cette relation-là. 0 plus 0 fois x égale 0 fois x plus 0 fois x. Ok. Donc là, ça fait 0 plus 0, c'est 0. Donc 0 fois x, que je peux simplifier, parce que 0 fois x, il admet un opposé, il admet un symétrique. D'accord? Donc ça, c'est... Voilà. Donc je trouve que 0 fois x, eh bien, ça fait le vecteur nul. Toujours. D'ailleurs, c'est pas une surprise. Heureusement que les axiomes impliquent ça. Vous imaginez, un vecteur multiplié par le nombre 0, ça fait pas le vecteur nul. Ce serait un peu n'importe quoi. Donc du coup, vous allez me dire, bah oui, alors on a déjà dit là, que pour tout nombre dans K, y compris 0, multiplié par n'importe quoi dans F, 0 fois x, ça doit être dans F. Donc le vecteur nul est déjà dans F. Alors oui, c'est vrai, s'il y a quelqu'un dans F. Parce que si jamais il n'y a personne dans F, en fait, par définition, un ensemble vide, c'est pas un espace vectoriel. Et donc voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un dans, pas nécessairement le vecteur nul, mais qu'il y ait quelqu'un dans F.
Et avec cette condition-là, on a automatiquement celle-là. Alors pourquoi je la laisse? Parce que généralement, quand on veut montrer qu'il y a quelqu'un dans f, hein, qui est défini par des conditions diverses, généralement on montre que c'est 0 qui est dedans, le vecteur nul qui est dedans. Donc voilà. Donc laissons cette condition. Alors ensuite, plus subtil, là il doit exister un symétrique pour tout élément x de E, il existe un y qui est égal à moins x qui doit être dans E. Et donc là on va dire il faut que l'opposé de x, pour x dans f, il faut que l'opposé de x soit également dans f. Ok? Et en fait ça il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que regardons, je reprends la formule qui est ici et je l'applique à alpha et bêta égale moins 1 et 1. Donc moins 1 fois x plus 1 fois x, ça fait moins 1 plus 1 fois x. C'est la formule qui est là, d'accord, qui est toujours valable dans E, donc qui est valable dans f. Hein. Et donc c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Donc 0 fois x, on l'a vu avant, ça fait le vecteur nul. Autrement dit, moins 1 fois x plus x, ça fait le vecteur nul. Donc, vous voyez, le symétrique de x, hein, pour l'opposé de x hein, pour l'addition, eh bien c'est moins x, c'est moins 1 fois x. Et donc là, je sais déjà que pour tout x dans f, alpha x est dans f. Donc je prends alpha égale moins 1. Pour tout x dans f, moins x, il est dans f. Donc l'opposé est automatiquement dans f. Si j'ai vérifié cette condition-là, celle-ci, eh bien automatiquement, celle-ci va être vraie. Pas besoin de s'en occuper. Alors toutes les autres, vous voyez la distributivité, ce genre de choses. Si c'est vrai pour tous les éléments de E et pour tous les nombres, c'est vrai pour tous les nombres et tous les éléments de f, puisque tous les éléments de f sont des éléments de E. Et donc, hop, tout ça, c'est automatiquement vérifié. Et donc au final, il ne reste plus que ça, ça et ça. Un petit énoncé pour résumer tout ça. Donc si on prend E, un cas espace vectoriel, et F, une partie de E, à quelle condition est-ce que c'est un sous-espace vectoriel? Donc c'est elle-même un espace vectoriel. Eh bien, si elle est non vide, alors là j'ai mis vecteur nul est dans F, c'est pas obligatoire de démontrer que le vecteur nul est dans F, mais c'est souvent comme ça qu'on fait. Donc, en tout cas, il existe quelqu'un dans F, et généralement on prend le vecteur nul, et elle est stable par combinaison linéaire. Alors là, j'ai regroupé les deux conditions qu'on avait en une seule, c'est-à-dire que le produit par un nombre et la somme doivent toutes les deux être dans f. Et bien hop, on peut résumer ça en un seul coup en disant que si on prend un couple quelconque d'éléments de f et deux nombres dans K, et bien alpha x plus bêta y est dans f. Alors dans notre tête, comment on visualise un peu tout ça? Eh bien si on prend donc deux vecteurs x et y, vous voyez, imaginez deux éléments donc de E, hein, donc E qui est un espace vectoriel, il faut que dès que je prenne deux vecteurs comme ça, il faut déjà que toutes les multiples de x, donc je peux représenter comme tous les vecteurs portés par cette droite dans tous les sens, vous voyez, hein, parce que les nombres, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs hein, dans K. Donc toute cette droite-là doit être dans f, mais également toute la droite des multiples de y, et la somme de toutes les choses qui sont à la fois dans cette droite-là et cette droite-là. Autrement dit, j'obtiens un plan, vous voyez, comme ça, hein, l'ensemble des alpha x plus bêta y, c'est quelque chose comme ça. Dès que j'ai deux vecteurs dans f, tout le plan qu'ils engendrent doit être également dans f. Voilà, c'est ça la condition. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un et qu'il y ait toujours cette condition qui soit là. Ok? Et c'est comme ça qu'on reconnaît les espaces vectoriels. Et donc, au lieu de faire 4 pages de démonstration, parce qu'il y a 8 axiomes à vérifier, eh bien, il y en a 2, dont un qui est relativement simple, généralement. Ok? Donc, le mieux, c'est de commencer par voir des petits exemples. Hein. Alors, plaçons-nous dans R2. Ce n'est pas l'espace vectoriel le plus compliqué du monde, mais pour commencer, c'est bien. Et donc, je vais vous définir des parties de R2 et on va essayer de voir si c'est des espaces vectoriels ou pas. Alors, la première, donc F1. Voilà, c'est l'ensemble des couples qui vérifient 2x moins 3y égale 0. Pour visualiser un peu, je vous ai tracé donc l'ensemble des points de R2 qui vérifient cette chose-là. Ensuite, j'en ai pris une autre droite, là, l'équation x plus y moins 1 égale 0. Voilà, la droite rouge. Est-ce que c'est un espace vectoriel ou pas? Tout ça, bon. Un sous-espace vectoriel de R2. Ensuite, alors tiens, pour changer un peu la parabole, l'ensemble des points qui vérifient x au carré égale à 3y, voilà, hein, je l'ai dessiné ici en rose. Ok, on va y réfléchir. Et puis pour finir, l'ensemble des couples qui sont soit sur la droite x égale y, soit sur la droite x égale moins y, qu'on peut résumer par x2 égale y au carré. Ok, donc l'ensemble des deux droites bleues, là, est-ce que ça c'est un espace vectoriel ou pas? Bon. Ok, donc eh bien, je vous laisse réfléchir à ça un petit peu, et puis je reviens dans 2 secondes pour la correction. Allons-y pour la correction. Allez, on commence par le premier. Hop, donc F1. Alors, première chose à faire, vérifier que le vecteur nul 0, 0 est dans F1. Bon, alors là, 2 fois 0 moins 3 fois 0, ça fait 0. Ok, jusque-là, pas trop dur. Maintenant que c'est stable par combinaison linéaire, donc allons-y, prenons deux éléments de F1.
U prime, donc on va appeler xy et x prime y prime, et puis deux nombres alpha et bêta dans R. Est-ce que la combinaison linéaire alpha u plus bêta u prime est dans R? Alors calculons, c'est le plus simple. Donc alpha u plus bêta u prime, par définition des opérations sur R2, hein, ça fait alpha x plus bêta x prime, et puis alpha y plus bêta y prime. Okay. Et donc pour voir si c'est dans F1, eh bien je vais regarder si 2 fois ça, moins 3 fois ça, ça fait 0 ou pas. Ok. Donc, allons-y, donc 2 fois ça, ça fait ça, moins 3 fois ça, alors on calcule. Donc, je développe tout ça, 2 alpha x plus 2 bêta x prime, moins 3 alpha y, moins 3 bêta y prime, et je vais regrouper les alpha et les bêta. Donc, les alpha, ça m'en fait 2x moins 3y, et les bêta, ça m'en fait 2x prime moins 3y prime, voilà. Donc, j'obtiens cette relation-là. Mais, xy, il est dans F1, donc 2x moins 3y, c'est 0. X prime y prime, il est aussi dans F1, donc 2x prime moins 3y prime, c'est 0 également. Et donc ça fait alpha fois 0 plus bêta fois 0, ça fait 0. Donc effectivement, voilà, alpha u plus bêta u prime, il est dans F1, et donc F1 est un sous-espace vectoriel de R2. Ok, donc voilà, cette droite là qui passe par 0 est bien un espace vectoriel. Ok, super, bon ben voilà, donc le suivant. Allez, donc l'ensemble des couples qui vérifient x plus y moins 1 égale 0. Donc voilà. Alors, première chose à vérifier, est-ce que 0, 0 est dedans? 0 plus 0 moins 1, ah, ça fait moins 1, ça n'est pas 0. Hop, la vie est belle. Faut pas oublier. Vous voyez pourquoi il ne faut pas oublier le premier point? Parce qu'on pourrait croire qu'il est facile. Bah oui, mais des fois, il n'y a même pas besoin de faire le second si on a fait le premier avant. 0, 0 n'est pas dans F2. Même pas la peine de s'énerver, c'est pas un espace vectoriel. Bon alors, ça fait un peu bizarre quand même, parce que quelque part, on avait l'impression que les droites, c'était des espaces vectoriels sympas. Enfin, vous voyez, c'est pas des objets très tordus. La parabole, on se doutait un peu, on se dit, oh, ça risque d'être louche, mais une droite quand même. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai marqué les points x, y, mais en fait, il faut imaginer que x, y, c'était les coordonnées de vecteurs. Autrement dit, l'ensemble F2 qu'on regarde, c'est l'ensemble des vecteurs que j'ai destinés ici. C'est l'ensemble des vecteurs qui, vous voyez, qui partent de l'origine et dont l'arrivée, hein, l'extrémité est sur cette droite. Et donc ça, on voit bien que c'est pas stable par addition. Vous voyez, si je prends un vecteur qui est là et je l'ajoute à lui-même, bah, hop, ça reste pas dedans. Puis d'ailleurs, le vecteur nul, il n'est pas dedans. Donc ouais, c'est ce qu'on a vu là. Donc, vous voyez, c'est pas un espace vectoriel. Les espaces vectoriels passent toujours par l'origine, et donc, bah, par exemple, les droites passant par 0, oui, sont les espaces vectoriels. Mais tout le monde ne l'est pas. Ok, donc enchaînons. Le suivant. Alors, donc la parabole. Bon alors, on regarde si 0, 0 est dedans. 0 moins 3 fois 0, c'est dedans. Ouais, chouette. Voilà. 0, 0 est dedans. Je suis content. Bon, ben, maintenant il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais enfin là on se dit que ça va pas être bien dur, parce que vous voyez, c'est l'ensemble des vecteurs qui partent de 0, hein, je vous rappelle, et puis qui ont leur extrémité sur cette courbe là. Bah, prenons un vecteur au hasard, le vecteur u que j'ai mis ici, là, qui est pour x égale 1. Voilà, donc si x égale 1, il est facile de voir que ça fait 3y égale 1, donc y égale 1 tiers, donc voilà. Et bien si je l'ajoute à lui-même, u plus u, et bien donc j'obtiens 2 tiers, ben, je vérifie facilement que 2 tiers, ça ne vérifie pas, parce que 2 au carré c'est 4, et moins 3 fois 2, ben voilà, ça ne marche pas. Donc voilà. Hein, puis vous voyez bien que ça sort, quoi. Le vecteur u plus vecteur u, c'est pas sur la courbe, donc voilà, c'est pas un espace vectoriel. Ok, allez, le dernier. Donc celui-là, donc alors il est un peu plus subtil, hein, c'est x2 égale y2, donc soit x égale y, hop, ici, soit x égale moins y, ici. Très bien. Eh bien, alors, est-ce que 0, 0 est dedans? Bah oui, 0, 0 est dedans, bah, cette fois il n'y a pas de problème. Et puis en plus, vous voyez, si je prends un vecteur qui est dedans, là, cette fois, bah, je multiplie par 2, je l'ajoute avec lui-même, etc., ou je prends son opposé et tout, ça reste dans l'ensemble. Pareil, un vecteur qui est ici, hein, je l'ajoute à lui-même, ou je multiplie par n'importe quel nombre, ça reste bien dans l'ensemble. Donc ça ressemble à un espace vectoriel. Mais si j'ai par malheur, je vais prendre ce vecteur-là et ce vecteur-là, par exemple u et v, 1, 1 et 2, moins 2, qui sont dedans, et que je les ajoute, hop, u plus v, donc ça fait 3 moins 1, regardez le dessin, il n'est pas dedans, il n'est pas sur l'ensemble des droites bleues, ce point-là n'est pas dans les droites bleues, vous voyez, c'est pas un espace vectoriel. Donc l'espace F4, qui ressemblait, qui est pas mal, hein, c'est pas un espace vectoriel. Pourtant, ce morceau-là, c'est une droite passant par 0, là, l'ensemble des points tels que x moins y égale 0, c'est un sous-espace vectoriel. Et ce morceau-là, c'est l'ensemble des points tels que x plus y, enfin l'ensemble des éléments de R2 tels que x plus y égale 0, c'est un espace vectoriel aussi. Et donc ça, c'est très très important à mémoriser, cet exemple, parce que ça prouve bien que quand on prend une réunion de deux espaces vectoriels, en général, ce n'est pas un espace vectoriel.
En fait, ça n'est même jamais un, sauf si par hasard, il y en a un qui est inclus dans l'autre. Auquel cas, la réunion, c'est le plus grand. Auquel cas, voilà, d'accord. Mais si ces deux espaces vectoriels ne sont pas inclus l'un dans l'autre, la réunion n'est pas un espace vectoriel. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ça évite voilà, de faire des bêtises. Donc on verra plus tard comment faire pour trouver des espaces vectoriels qui contiennent les deux. Mais en tout cas, ça, c'en est pas un. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe si on prend, par contre, l'intersection de deux espaces vectoriels. Donc je prends deux sous-espaces vectoriels, vous voyez, comme ces deux plans, là, hop. Et là, ils se coupent à une droite. Alors donc le théorème est simple, hein, si on prend deux sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel E, l'intersection est elle-même un sous-espace vectoriel. Alors, pourquoi ça? C'est très simple, parce que si le vecteur nul est dans F, qui est un sous-espace vectoriel, et il est dans G, qui est un sous-espace vectoriel, il est forcément dans F inter G. Donc déjà, le vecteur nul est dans l'intersection des deux. Tout va bien. D'autre part, voilà, si je prends maintenant deux vecteurs x, y qui sont tous les deux dans F inter G, et si je prends deux nombres alpha, bêta qui sont dans K, est-ce que la combinaison linéaire des deux est dans l'intersection? Eh bien, pour se convaincre de ça, il faut calculer, donc allons-y. Alpha x plus bêta y, x et y sont dans F inter G, donc ils sont dans F. Donc comme F est un sous-espace vectoriel, alpha x plus bêta y est dans F. Mais x et y sont aussi dans G, et G est un sous-espace vectoriel, donc alpha x plus bêta y, il est aussi dans G. Donc alpha x plus bêta y, il est dans F inter G. Et donc F inter G est aussi stable par combinaison linéaire, et donc on obtient bien un sous-espace vectoriel. Donc voilà une autre façon de construire des sous-espaces vectoriels, c'est en prenant l'intersection de deux choses qu'on a montré, voilà, qu'ils en étaient un. Ok, allez, un autre exemple. Prenons des suites, nous avons vu que l'ensemble des suites, E, c'était un espace vectoriel, même un K espace vectoriel. Okay, donc, je prends une partie, exercice classique, tiens, l'ensemble des suites qui vérifie cette relation de récurrence, là pour tout n, un plus 2 égale un plus 1 plus un. Est-ce que cet ensemble de suites-là est un espace vectoriel? Donc vous voyez la folie que c'est si on veut vérifier tous les axiomes, quoi. C'est juste du délire total. On va juste essayer de voir, donc est-ce que la suite qui vaut tout le temps 0 est dedans, par exemple, hein? Donc 0 égale à 0 plus 0, donc voilà, donc la suite 0, 0, 0, 0, 0, elle est bien dedans, jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, prenons deux suites qui vérifient ça, hein, donc, et on fait le truc habituel, donc on suppose que U et V sont deux suites qui vérifient ça. Alors alpha U et puis alpha et bêta sont deux nombres, voilà. Donc alpha U plus bêta V, au grand n plus 2 par définition, c'est alpha un plus 2 plus bêta Vn plus 2. Donc je remplace, puisque j'ai pris U et V, deux éléments qui vérifient ça, on remplace, ça fait alpha fois un plus 1 plus un, plus bêta Vn plus 1 plus Vn, ok, jusque-là tout va bien. On arrange les termes différemment, hein, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alpha un plus 1 plus bêta Vn plus 1 plus alpha un plus bêta Vn, et donc ça c'est le terme un plus 1 de la suite alpha U plus bêta V, plus le terme n de la suite alpha U plus bêta V. Oh la suite alpha U plus bêta V vérifie encore la relation de récurrence qui est ici. Et donc, c'est un espace vectoriel. Un autre. Allez, maintenant, si je prends G, hop, presque pareil, là, c'est une autre relation de récurrence, n plus 2 égale n au cube, n plus 1, plus exponentielle moins n, un. Alors là, est-ce que c'est encore un espace vectoriel, ce truc-là? On se dit, oula, oulala, on a vu les paraboles, qu'il y a des carrés, des machins, des trucs, oulala, là, là, là. Mais en fait, ça, c'en est encore un, hein, curieusement. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce qu'on peut se gourer facilement. Parce qu'on voit des carrés, on voit des exponentielles, on se dit, oh non, ça c'est sûr que non. Et en fait, si, hein, parce que vous faites le même raisonnement que j'ai fait là. La seule différence, c'est qu'il y a n au cube qui va sortir ici, exponentielle qui va sortir ici. Puisque l'opération, c'est multiplier par n au cube chaque terme, ou multiplier par exponentielle moins n. Et donc, je prends une suite, je la multiplie par n au carré, tous ces termes par n au carré, et 2 au suite, enfin que je les ajoute et je multiplie par n au carré, ou que je multiplie chacune par n au carré et que je les ajoute après, ça change strictement rien, vous voyez. Donc la multiplication par n au carré, c'est une application qui, elle, est compatible avec l'addition. Par contre, mettre au carré les termes, non. Vous voyez, un au carré, alors là, sûrement pas. Mais ça, oui. D'accord? Donc voilà un exemple, ça c'est des suites qui sont, voilà, hein, des suites, on dit, définies par récurrence, voilà, bon, bref, par récurrence linéaire en l'occurrence, hein. Eh bien, ces suites-là de F ou de G sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble des suites. Ok, allez, exercice. Donc maintenant, vous allez essayer d'imaginer, parmi toutes les suites, celles qui sont des espaces vectoriels là-dedans ou qui ne le sont pas. Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc maintenant, corrigeons toutes ces petites choses-là. Alors, les suites constantes.
Si on ajoute deux suites constantes, des suites qui vaut 2, 2, 2, 2, 2 et 5, 5, 5, 5, 5, je les ajoute, elles vaut tout le temps 7, 7, 7, 7, 7. Somme de deux suites constantes est une suite constante. Multiplie une suite constante par un nombre aussi. Par 3, par 7, ça reste une suite constante. Donc les suites constantes sont l'espace vectoriel. J'ai oublié de vérifier que 0 était, la suite nulle 0, 0, 0 était une suite constante, mais bon, c'est pas une nouveauté. Ok. Allez, deuxième, les suites croissantes. Tiens, une suite qui va de plus en plus grande, une autre, je les ajoute, c'est de plus en plus grand. On a l'impression, hein. Une suite croissante, je multiplie par 2, ça a l'air d'être encore croissante. Mais si je multiplie par moins 1, attention, vous voyez, je multiplie par moins 1, une suite qui est de plus en plus grande, ça devient de plus en plus grand vers le bas, de plus en plus négatif. Donc, non, ça devient une suite décroissante. Donc il faut se méfier parce que des fois on se dit tiens multiplier par un nombre, hop on prend 3, 4, 5 et tout. Mais oui, non mais il faut penser au nombre négatif parce que souvent ça fout la pagaille. Donc non, les suites croissantes ne sont pas un espace vectoriel, oui, parce que on ne peut pas multiplier par moins 1. Alors, les suites monotones, là on se dit tiens, là une suite croissante multipliée par moins 1, tu fais une suite décroissante. Donc ça reste une suite monotone. D'accord. Et le truc, si on prend une suite décroissante, on les multiplie, tout ça, bon bref. L'astuce, c'est comme dans les deux droites tout à l'heure, en fait. Là, c'est la réunion de deux choses, hein, les suites croissantes et les suites décroissantes. Bon, sauf que chacune n'en est pas, mais la réunion n'en est pas non plus. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de prendre une suite croissante, n au carré, par exemple, et une suite décroissante, moins 4n. Je les ajoute toutes les deux, je les ai mis les premiers termes, de n carré moins 4n, 0, moins 3, donc c'est décroissant, moins 4, c'est encore décroissant. Moins 3, c'est croissant, 0, 5, après c'est croissant, oui. Donc la suite est ni décroissante, ni croissante, alors que chacun des termes, n au carré et moins 4n, c'était croissant et décroissant. Donc si on prend un dans chaque terme, on les ajoute, ça peut faire ni l'un ni l'autre. Donc les suites monotones ne sont pas un espace vectoriel. Ok, les suites bornées, alors par contre, tiens, deux suites qui ne peuvent pas dépasser une certaine borne, je ne sais pas, la première ne peut pas dépasser 1000, la deuxième ne peut pas dépasser 10 000, la somme ne peut pas dépasser 11 000. Vous voyez, si vous avez une borne petit m et grand m pour chacune de vos deux suites, petit m plus grand m sera une borne de la somme des deux suites. Et puis si on multiplie par 7, 7 fois petit m sera une borne de la suite. Oui. Donc les suites bornées sont un espace vectoriel. Et voilà, vous pouvez quasiment le dire comme ça, hein, si on vous le demande, vous justifiez, voilà, une multiplication par un scalaire et la somme de deux suites bornées sont des suites bornées, donc c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Il n'est pas question de redémontrer tous les axiomes, vous voyez, pour démontrer un truc comme ça. Ok, alors les suites convergentes maintenant, les suites qui admettent une limite, vous voyez, telles qu'à l'infini s'attendent vers quelque chose. Eh bien, vous le savez depuis longtemps, c'est le théorème classique, si un tend vers L et Vn tend vers L', un plus Vn tend vers L plus L'. Et puis, si on multiplie un par 3, un tend vers L, 3un tend vers 3L. Même avec un nombre négatif, hein, ça marche là pour le coup. Donc, effectivement, il suffit de l'écrire, et puis voilà, les suites convergentes, c'est effectivement un espace vectoriel. Donc voilà, toute une tripotée de nouveaux espaces vectoriels qu'on peut utiliser comme ça à volonté. Ok, les fonctions maintenant. Allez, un petit peu de boulot. Je vous laisse réfléchir. Allez. Donc maintenant, allons-y pour la première. Donc, l'ensemble des fonctions de R dans R telles que f de 0 égale 0. Bon, déjà, la fonction nulle. C'est bien de vérifier. La fonction qui vaut tout le temps 0, elle vérifie ça. Je dis ça parce que, regarde, la suivante, par exemple, hein, ça risque pas de marcher. Ouais, la fonction nulle, elle ne vérifie pas qu'elle est égale à 1 en 0. Donc, déjà, pour lui, c'est mort. Bon, enfin, donc lui, alors, est-ce que ça marche? Si je prends deux fonctions f et g qui vérifient f de 0 égale 0, g de 0 égale 0, f plus g en 0, ça vaut 0. 0 plus 0. Et puis 3 fois f ou 4 fois f, vous voyez, ça reste 0. Hein. 4 fois 0, ça reste 0. Donc cet ensemble-là, par exemple, toutes les fonctions qui passent par l'origine, là, dont les courbes passent par l'origine plutôt, ça fait un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Celui-là, j'ai dit que non, d'accord, il n'y a pas la fonction nulle, donc ça c'est réglé. Alors ensuite, tiens, celle telle que f de 0 égale 0 ou f de 1 égale 0. Alors, celle où f de 1 égale 0, c'est facile de vérifier que c'est pareil que pour f de 0 égale 0, c'est un espace vectoriel. Et donc ça, c'est la réunion de deux espaces vectoriels. Donc là, on se méfie, la réunion de deux espaces vectoriels, c'en est sans doute pas un. Et donc là, il suffit de prendre, d'ajouter une fonction qui s'annule en 0 mais pas en 1 et une fonction qui s'annule en 1 et pas en 0. La somme des deux s'annulera ni en 1 ni en 0. Hein. Ok, puisque voilà, ça fera 0 plus pas 0 et 0 plus pas 0 dans les deux cas. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est pas un espace vectoriel. Ok. Par contre, f de 0 égale 0 et f de 1 égale 0, c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, donc c'est un espace vectoriel. Ok, et donc voilà, si on définit un certain nombre de points, l'ensemble des fonctions qui s'annulent en tous ces points, c'est un sous-espace vectoriel. Alors, plus compliqué peut-être, hein, enfin il faut connaître un petit peu les intégrales. Les fonctions, donc on imagine que c'est les fonctions pour lesquelles l'intégrale existe, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les fonctions continues par exemple, enfin, bref. Celles dont l'intégrale existe et donc dont l'intégrale entre 0 et 1 vaut 0.
Alors, pareil, hein, c'est important que ce soit égal à 0 pour que la fonction nulle, par exemple, elle marche. Hein. Parce que voilà, l'intégrale égale 1, ça risque pas d'être un espace vectoriel. Hein. Donc, alors est-ce que ça me fonctionne ça? Ben, vous devez savoir qu'en fait l'intégrale est linéaire, c'est-à-dire que l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et donc si l'intégrale de f fait 0, l'intégrale de g fait 0, l'intégrale de f plus g, c'est la somme des deux, f est également 0. Et puis pareil, hein, vous savez savoir que l'intégrale de 3 fois f ou de alpha fois f, c'est alpha fois l'intégrale de f. Et donc si ça fait 0, alpha fois 0, ça fera 0 également. Donc voilà, cet ensemble f5 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Maintenant, les fonctions P, alors les fonctions paires en fait, hein, je l'ai appelé P, c'est fonctions paires. J'aurais pu mettre les fonctions impaires, il suffit de mettre un moins ici. Hein. Donc l'ensemble des fonctions qui vérifient qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe ordonné, hein, f de moins x est égal à f de x. Okay. Donc, est-ce que c'est un espace vectoriel ou pas? Bon, la fonction nulle, elle est paire, ça c'est pratique. Elle est aussi impaire, remarquez bien. Donc, oui. Et en fait, si f vérifie ça et g vérifie ça, f plus g, comme f plus g de x, c'est f de x plus g de x, ça fait f de moins x plus g de moins x, et donc f plus g de moins x. Et puis pareil, ça multiplie par un nombre de chaque côté. Donc effectivement, ça, c'est un espace vectoriel aussi. Donc c'est un exercice classique, à montrer que l'ensemble des fonctions paires est un espace vectoriel, ça doit vous prendre 3 lignes d'explication, quoi, et non pas vérifier tous les axiomes. Ok, alors, quelques classiques. Vous voyez, parce que les fonctions générales de R dans R, allez, on va même pouvoir en balancer des ensembles plus petits. Vous pouvez dire comme ça que ce sont des espaces vectoriels, personne ne vous posera de problème. Allez, donc les fonctions, donc prend I à l'intervalle de R, les fonctions C0 de I de R, c'est les fonctions continues de I dans R. Vous pouvez balancer que c'est un espace vectoriel, tout le monde vous croira tout le temps, parce que la somme de la fonction continue est continue, et que la multiplication par un réel d'une fonction continue est continue, tout ça. Allez, pareil, si on prend CK, alors c'est quoi les applications CK? C'est celles qui sont k fois dérivables, donc dérivée première, comme ça, jusqu'à k. Hein. Donc C1, c'est la fonction dérivable dont la dérivée est continue, et C2, ainsi de suite. CK, voilà, donc la dérivée, qui est k fois dérivable, et dont la dérivée km est continue. Tous ces ensembles CK, vous pouvez dire que ce sont des espaces vectoriels sur R, là, il n'y a pas de problème, des R espaces vectoriels. Tout le monde vous croira, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les applications intégrables, donc ça c'est pareil, j'ai pas envie de donner des définitions là, on verra plus tard hein, ce que c'est qu'une fonction intégrable, à quel cas, si elles sont continues, elles sont intégrables, mais il y en a d'autres. Bon, l'ensemble de toutes les fonctions qui sont intégrables, c'est un espace vectoriel, parce que si deux fonctions sont intégrables, la somme aussi, et la multiplication par un nombre aussi. Ensuite, les applications qui sont bornées. Donc sur I, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, la courbe, elle ne descend pas jusqu'à l'infini, on ne passe qu'à l'infini. Donc deux courbes comme ça, je les ajoute, ça ne va pas aller à l'infini. Hein. Et puis multiplier par un nombre non plus, ça va grossir ou diminuer, mais ça ne pourra pas aller à l'infini, puisque je ne multiplie pas par l'infini. Et donc voilà, les applications bornées, c'est un autre espace vectoriel classique. Allez, un petit autre pour la route. Alors là, ça ressemble aux suites linéaires de tout à l'heure, hein, c'est pour ça que j'y ressemble à un truc qui ressemble. Prenez les fonctions deux fois dérivables qui sont solutions d'une équation différentielle comme ça, qui s'appelle une équation, là du second ordre, parce que ça va jusqu'à y seconde, linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que regardez, on multiplie par x au cube, ça c'est x au cube c'est pas linéaire, mais on multiplie par une fonction, par a de x en fait, et ça c'est linéaire. On multiplie par exponentielle moins x, hein, alors il suffit de vérifier, mais c'est tout bête. Hein. Si vous avez donc f qui vérifie ça et g qui vérifie ça, f plus g vérifie également ça, hein, puisque f plus g, la dérivée de f plus g c'est f' plus g', et puis multiplié par x3, ça fait x3 f' plus x3 g'. Voilà, donc ça, la fonction nulle évidemment marche. Et donc ça, c'est les solutions d'une équation différentielle linéaire, donc une équation différentielle de ce type-là, sont des espaces vectoriels. Et donc ça, c'est vachement utile, parce qu'une fois qu'on a trouvé certaines solutions, eh bien, on peut décrire toutes les solutions comme ça, par combinaison linéaire, des solutions particulières qu'on a trouvées. Ok. Les polynômes. Prenons, donc E, mon ensemble, on sait que l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel, on va prendre des sous-parties là-dedans. Donc je prends un entier n, et je dis, kn de x, par exemple, c'est l'ensemble des polynômes de degré plus petit que n. Alors, espace vectoriel, pas espace vectoriel. Eh bien, le polynôme nul de degré moins l'infini est bien là-dedans. Et puis, si je multiplie un polynôme par un nombre, ça ne change pas son degré, sauf que je multiplie par 0, mais ok. Et puis, si je fais la somme de deux polynômes, le degré il ne peut que diminuer. Donc, c'est un espace vectoriel. Par contre, si je prends les polynômes de degré n, déjà la somme elle peut vraiment diminuer. C'est-à-dire que si les coefficients dominants ils s'annulent, parce que quand on dit la somme, ça peut être la différence. Hein. Donc x3 plus x moins x3, ça fait x. Hein. Donc déjà le degré peut diminuer, puis déjà 0 n'est pas dedans. Voilà, donc ça, c'est pas un espace vectoriel. Hein, parce que le polynôme nul n'est pas de degré n. Même si n égale 0. Hein. Le polynôme nul est de degré moins l'infini, je vous rappelle. Hein. Ok, donc ensuite,
l'ensemble des... Alors je prends un alpha dans K et je prends l'ensemble des polynômes là qui s'annulent sur alpha. Bon, ça ressemble à l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 0, hein, on voit bien que ça a marché aussi. Effectivement, deux polynômes s'annulent en alpha, la somme s'annule en alpha, hein, p plus q de alpha, c'est p de alpha plus q de alpha, multiplication par un nombre, etc. Donc voilà, ça c'est de nouveau un espace vectoriel. Ensuite, prenons un polynôme q quelconque, q, voilà, et lorsqu'on appelle d'habitude q k de x, hein, je n'ai pas mis e parce que c'est comme ça qu'on le note cet ensemble généralement, l'ensemble de tous les multiples de q. Voilà. Donc, est-ce que c'est un espace vectoriel ou pas? Bah, donc le polynôme nul, bah, c'est le polynôme nul fois q, donc effectivement c'est dedans. Et puis après, si je prends qp plus qp', bah, ça fait q fois p plus p', vous voyez. Et puis q fois lambda p, bah, c'est lambda, enfin bref, ça marche évidemment. Donc oui, ce truc-là, voilà, qu'on soupçonnait peut-être pas, eh ben, c'est un espace vectoriel aussi, un sous-espace vectoriel. Ok, alors, un petit dernier pour la route, toujours pour faire un peu plus compliqué, parce qu'on a l'impression que c'est simple, mais des fois c'est un petit peu subtil. P de x2, attention, c'est pas P au carré, c'est je prends un polynôme P et je remplace tous les x par x2. Bah ça, c'est une application linéaire, pourquoi? Parce que si je prends P de plus Q de x, et je remplace x par x2, et ben c'est pareil que c'est P de x2 plus Q de x2, vous voyez. Je le fasse au début ou après la somme, ça ne change rien. Et donc ça, contrairement à ce qu'on pourrait pas penser, vous voyez, ça, c'est bien une condition linéaire. C'est-à-dire que si P vérifie ça et Q vérifie ça, P plus Q va vérifier ça aussi. Et donc, effectivement, G, voilà, on se dit, oh là là, il y a des carrés et tout, ça n'en est pas un. Ah bah si, ça, c'est un sous-espace vectoriel des polynômes. Bon, ça ne tire pas beaucoup de celui-là, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut quand même faire attention. Est-ce que voilà, les conditions sont vraies ou pas, hein. Le polynôme nul vérifie ça, hein, et c'est stable par combinaison linéaire, donc c'en est un. Ok, eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est tout pour tous les exemples de sous-espaces vectoriels que je voulais vous montrer. On en verra d'autres dans les vidéos suivantes parce qu'il y a d'autres techniques, encore des fois plus rapides encore que ça, pour voir qu'une partie est un espace vectoriel. Et donc je vous incite, si ça vous plaît, à regarder la vidéo suivante intitulée Famille libre et famille génératrice. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci et puis à bientôt.